pour plus de 1000 personnes. Et vous avez combien de personnes sur un jour de pointe à Ermenonville, à la mer de Sable? Eh ben écoutez, sur des journées moyennes, on est autour de 3000 personnes. Et puis, ça nous arrive de monter jusqu'à 5000. On essaye de pas trop dépasser 5000 parce qu'après, l'expérience client, c'est-à-dire le plaisir que chaque visiteur va éprouver à vivre une expérience unique, personnalisée, qui va lui permettre de vivre sa journée pleinement, sera un peu entamée. Si je prends l'exemple, par exemple, des attractions, vous risquez d'avoir certaines files d'attente qui pourraient gêner la personne pour en faire beaucoup. Vous pourriez avoir des difficultés à trouver des places sur les 3 spectacles qu'on a chaque jour, puisqu'il y a 3 spectacles live où on accueille les gens dans différents espaces. Ce sont 3 lieux différents. Donc au final, si jamais vous avez trop de monde, vous avez en fait une dégradation de l'expérience client et donc de la satisfaction. Et donc il vaut mieux répartir 3500 tous les jours que de faire des journées à 3000, des journées à 5000. Et donc les personnes qui viennent pour la journée vont voir 3 spectacles du coup, si elles veulent. Si elles le veulent, c'est bien sûr pas imposé, mais les 3 spectacles sont 3 spectacles très différents. Le premier est un spectacle relativement enfant, qui s'appelle le Willie West Show, qui a lieu à 14h30, qui est une embrouille dans une petite ville de l'Ouest américain, où bien évidemment des méchants brigands font face à une population qui utilise une machine à transformer les hommes pour créer le fameux Willie West, qui est donc notre héros de ce spectacle. Il n'a rien à voir avec le deuxième spectacle, qui est un spectacle qui est notre plus vieux spectacle et peut-être le plus connu, qui s'appelle L'Attaque du train, qui est un spectacle où les Indiens, les cow-boys, ça se passe sur 20 hectares de dunes. Donc c'est un magnifique spectacle avec des voix qui ont été enregistrées, une bande-son très, très quali, et c'est un peu un spectacle qui ressemble à ce que vous pouvez trouver dans certains parcs comme le Puy du Fou, c'est-à-dire c'est vraiment scénographique. Et puis le troisième spectacle est un spectacle qui a lieu à 18h, et qui est un spectacle qui fait des cascades, qui est une sorte de série de cascades à cheval, et qui réunit et qui oppose 3 nations, les Américains, les Mexicains, les Indiens. Et en fait, la nation qui va gagner, c'est celle qui a le plus d'adresse à faire des cascades. Et bien sûr, on se moque un peu des Américains, enfin des cow-boys, pas des Américains, des cow-boys, parce qu'on leur donne des mules et pas des chevaux. Les Indiens sont extrêmement habiles, les Mexicains sont très habiles au tir. Enfin, c'est assez amusant, c'est un spectacle qui est plus interactif que les autres, où le scénario en fait est un peu laissé à la libre interprétation de chaque cavalier pour donner le meilleur de lui-même. Et donc on n'a jamais un spectacle pareil, parce que ça dépend un petit peu du public, s'il les encourage, et ils tentent des choses incroyables. Donc c'est un spectacle qui est très accessible et qui finit très bien la journée, parce que il est très vivant, très jouissif. Est-ce que la mer de Sable a toujours eu cette orientation, cette tendance à regarder vers les États-Unis, les cow-boys et les Indiens? Alors c'est une très bonne question. Quand en 1963, M. Jean Richard crée le parc, en fait le parc bien sûr s'inspire de cette dune de sable pour y mettre une thématique de la conquête de l'Ouest, mais la conquête de l'Ouest ne représente que un des 5 mondes que M. Richard a créé, puisqu'il y a l'Orient, il y a 5 mondes différents. Au fil du temps et en fonction des actionnariats et en fonction des profils des différents directeurs et des personnes du CODIR, cela a évolué. Moi, je suis arrivé il y a peu de temps, j'y ai trouvé un très gros intérêt à renforcer cette thématique, parce que la conquête de l'Ouest est quelque chose d'extrêmement immersif, qui représente en fait une énergie relativement faible et assez écologique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. En fait, ce que je trouve formidable dans ce parc qui a 4 assets, donc un lieu magnifique, des attractions, une trentaine d'attractions, dont une dernière s'appelle Silver Mountain, qui est géniale, qui est un roller coaster familial, les spectacles, et puis cette thématisation qui est donc notre tout, c'est qu'en fait aujourd'hui on aimerait réorienter un peu le parc vers ce côté justement environnemental. Je viens de quitter en fait une réunion RSE. Donc RSE, il y a le social et l'environnemental, il n'y a pas que uniquement que l'environnemental. Et du coup, on aimerait bien pouvoir se rapprocher le plus possible de la nature, et le phénomène pourrait totalement s'adapter à ce qui s'est passé dans la conquête de l'Ouest, avec ces industriels que nous sommes, que nous étions, les Européens, qui sont venus en fait conquérir ce pays, malheureusement aux dépens des Indiens qui vivaient en totale harmonie avec la nature. Et donc
Ce que l'on comprend, c'est que aujourd'hui, un parc d'attractions ou un parc à thème, parce que nous sommes plus un parc à thème qu'un parc d'attractions, mais un parc à thème qui n'est pas RSE, c'est un parc à thème qui sera probablement boudé d'ici quelques années par les clients, et c'est tout à fait normal. Ça passe par tout un tas de choses, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la gestion des ressources. Et du coup, on va devoir se transformer, on va devoir s'adapter, on va devoir aller dans cette direction. Et nous, on y voit un intérêt encore plus fort, c'est que c'est un intérêt de reconnexion. Aujourd'hui, notre réflexion serait de la promesse, si elle devait être écrite en une phrase, ce serait de pouvoir proposer à ce jeune urbain qui habite à 45 minutes de la mer de Sable de venir une journée dans un site magnifique, se reconnecter avec la nature, et que, outre le fait qu'il va s'amuser, qu'il va avoir des spectacles, qu'il va faire des attractions qui sont marrantes avec ses parents, ses copains, bah, peut-être repartir avec une certaine sensibilisation sur les animaux, la nature. Cette année, pour vous donner un exemple, on a replanté plus de 600 arbres, et c'est que le début d'un grand programme de transformation. Et voilà, donc je pense, pour répondre à votre question, que ce thème de la conquête de l'Ouest est intéressant. Par rapport à son profil, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire pourquoi on a industrialisé ce pays et dans quelles conditions on l'a fait et quelles erreurs on a commis. Et pouvoir le faire sans que ça soit révolutionnairement très coûteux, puisqu'en fait, quand on thématise avec la conquête de l'Ouest, c'est principalement l'utilisation du bois, ce que nous faisons avec des forêts de la Somme, donc des forêts qui sont tout à côté de chez nous. Le Silver Mountain, qui est l'attraction que nous venons de terminer, est censé représenter une mine d'argent qui a été exploité par les hommes. Et en fait, bien sûr, c'est faux, puisque c'est un roller coaster, donc c'est un train où on circule, et puis il y a des geysers, et puis on passe à travers les différentes maisons que représente cette mine. Mais le thème est intéressant, et surtout cette capacité visuelle à transformer un lieu avec des planches, avec des rochers, avec du sable, nous conforte dans l'idée que c'est quelque chose qu'on devrait pousser. Et il y a effectivement une partie du parc, cette fameuse partie où étaient implantés les 4 autres mondes, elle est un peu moins bien, et on aimerait, pour notre 60e anniversaire qui aura lieu dans 2 ans, puisqu'on va avoir 60 ans, nous sommes le plus vieux parc à thème de France. Pas le parc d'attractions, parce que le jardin d'acclimatation a plus de 100 ans, hein, il y a même 150 ans, mais c'était pas un parc à thème, c'était plutôt un parc où on avait des animaux, il y avait un peu un zoo. Enfin bon. Maintenant, ils sont devenus un peu plus un parc à thème depuis que LVMH a investi de l'argent pour pouvoir le transformer. Mais donc, du coup, nous, si on prend une comparaison avec un Disneyland Paris qui va avoir 30 ans l'année prochaine, on a quasiment 2 fois l'âge de Disney. Et cette mise en avant et donc cette transformation nous permettrait normalement de prendre la parole en disant voilà, nous on voudrait que vous veniez vous amuser, qu'il y ait des spectacles, mais on aimerait que vous repartiez avec un petit message, et ce message, s'il pouvait être un peu environnemental, sans vouloir non plus prétendre à devoir absolument éduquer les gens, parce que on n'est pas là pour on n'est pas là pour remplacer les parents dans ce travail-là ou l'école, mais ça serait intéressant de pouvoir y apporter. Les enfants qui ne le prendront pas, c'est pas très grave, le message, il est ouvert à tous. Mais c'est intéressant. Donc oui, ce thème de la conquête de l'Ouest nous intéresse par rapport à son symbole et par rapport à sa praticité. Alors du coup, je pense que vous êtes très très fort, parce que ça nous convient parfaitement, vu que nous, on est sur Tesla Mag, avec des gens qui pour la plupart roulent en voiture électrique made in America, et que en plus, la conquête de l'Ouest, ils connaissent, les États-Unis, ils adorent, et du coup, j'ai entendu dire que s'ils venaient avec leur Tesla, ils pourraient peut-être la rebrancher ou la recharger pendant qu'ils sont dans le parc au milieu des oiseaux. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une discussion qu'on a entamée, parce que c'est une discussion qui va devenir prioritaire pour n'importe quel patron de parc. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire des lieux que nous occupons. Nous avons un bailleur qui gère l'abbaye de Chaly, qui est juste en face de notre site, et donc qui va avoir exactement la même problématique que nous, c'est-à-dire trouver un moyen. D'abord, la forêt autour de nous est magnifique, c'est une très grande forêt de pins rouges. Sur la partie où est l'abbaye de Chailly, c'est plus des grands chênes, qui sont superbes. Évidemment, la question va se poser de dire comment je fais pour accueillir les gens qui viennent en voiture électrique. Il y a un peu moins la problématique qu'il y avait il y a quelques années de la distance, puisque maintenant les voitures électriques, alors même celles qui sont totalement électriques, ce qui était pas le cas des Autolib. On avait des gens qui nous disaient: est-ce que je peux recharger mon Autolib? Non, on n'avait pas la solution. Et il y a certains parcs qui
qui se sont posé la question et qui ont déjà franchi le pas. Et nous, on va devoir y répondre, je pense, assez rapidement. Après, la question était comment ça se gère, parce qu'aujourd'hui, une voiture se recharge beaucoup plus vite qu'avant, qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à recharger 100% de la voiture, mais on cherche à lui donner un coup de boost de 20 minutes pour lui remettre 40% ou un truc comme ça. Et donc, au final, il y a peut-être une gestion humaine qu'il va falloir entamer, parce qu'une personne qui arrive sur un parc d'attractions, elle va rester toute la journée sur le parc, donc elle va bloquer la borne. Donc il y a un petit problème. Soit il faudra que les gens soient civilisés et qu'ils ressortent du parc, ce qui est tout à fait possible, parce que le parc n'est pas gigantesque. Et du coup, ils ont la possibilité de faire des allers-retours pour sortir leur voiture de l'endroit où on peut charger. Mais je ne me rends pas compte, et ça c'est peut-être quelque chose que vous pouvez me donner comme information, c'est quelles sont les contraintes aujourd'hui encore de ce besoin de se recharger. J'ai travaillé au Futuroscope. Évidemment, c'était intéressant parce que Futuroscope était sur l'autoroute et donc était une étape géniale pour pouvoir aller, par exemple, jusqu'à Bordeaux, puisque à l'époque, on ne pouvait pas faire 600 km d'un coup ou 550 km d'un coup, et on n'était plus le milieu. Donc là, forcément, vous faites une transformation de votre parking et puis vous accueillez des gens qui en fait s'arrêtent chez vous par utilité, et puis ça devient un plaisir pour vous parce que vous avez de l'income qui rentre sur le fait qu'ils vont dépenser de l'argent pour se nourrir, pour se divertir et ainsi de suite. Donc voilà. Non, il y en avait. Alors l'hôtel, le Novotel, qui était juste à côté de nous, avait mis au moins une dizaine de bandes Tesla. Et nous, on avait une réflexion. On avait un très grand parking qui était maintenant un petit peu entamé parce qu'il y a une salle de spectacle qui s'est construite. Il y a un projet génial. Vous savez, un tube avec de l'air pulsé très fort de vol relatif qui s'est installé aussi. Mais il reste encore un très grand parking et je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais c'est évidemment d'abord pour votre clientèle, votre fréquentation à vous, et parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, et puis après pour peut-être le côté opportuniste de pouvoir accueillir des gens qui sont en transit et qui se disent bah tiens, je sais qu'il y en a là, et puis du coup on va s'arrêter et donc vous bénéficiez d'une fréquentation supplémentaire. Donc il faudra y passer un moment ou un autre. Pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est pas si compliqué que ça, et je pense que ça peut être intelligent dans notre signature de démarche RSE. Non, pas du tout. Alors ça n'a jamais été évoqué dans les différents documents ou dossiers. La vérité, c'est que je n'ai pour l'instant pas récupéré encore ce qu'on appelle le niveau, le constat de base. C'est-à-dire il y a un constat qui va être fait par un cabinet d'expertise. Peut-être que là, ça va sortir, mais le rendez-vous est dans une quinzaine de jours. Je vous le dirai après, mais pour l'instant, ce n'est pas apparu dans les discussions. Quand vous discutez avec vos collègues d'autres parcs à thème, d'autres parcs d'attractions, c'est quoi la tendance là? On est début juillet 2021, on a vécu une année terrible, les gens n'ont qu'une envie, c'est de sortir, de s'éclater, de se faire plaisir, etc. Et pour certains de dépenser un peu d'argent qu'ils ont économisé pendant un an. Comment vous sentez le truc en termes de réservation, de fréquentation? Est-ce qu'il y a des demandes nouvelles? Est-ce qu'il y a des trucs qui n'existaient pas il y a un an ou deux et qui sont beaucoup plus évidents qu'avant? Non, alors ce qu'on ressent, c'est que nous, on a ouvert donc le 12 juin, et ce que je vais dire est amène dans un contexte global. Dans le contexte global, un parc d'attraction, c'est un outil qui coûte de l'argent tous les jours. Qu'il soit ouvert ou fermé, il coûte de l'argent, il faut l'entretenir. Il y a des coûts d'amortissement des investissements que vous avez faits. On a eu des aides de l'État pour pouvoir mettre une partie de notre personnel en activité partielle, mais finalement vous avez quand même besoin de pas mal de monde tout le temps pour le nettoyer, l'entretenir, le réparer, machin. Donc en fait, si vous regardez une année complète, vous avez vraiment intérêt à ouvrir un nombre de jours suffisant pour pouvoir amortir le coût global. Donc cette année, le problème qu'on a, c'est que le nombre de jours n'est pas suffisant pour amortir. Donc on sait qu'on va probablement perdre de l'argent, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, il faut avoir une vision sur le très long terme. C'est-à-dire qu'un parc d'attraction, quand vous construisez une attraction comme celle qu'on vient de faire, on parle d'un amortissement sur 20 à 30 ans. Donc en fait, on n'est pas du tout dans une consommation immédiate comme on peut l'avoir pour certains produits de tous les jours. Donc on peut estimer qu'au lieu de faire 20 ans, on fera 21 ans. Néanmoins, et ce qu'on peut constater, c'est que si je prends le mois de juin, depuis le 12 juin jusqu'à maintenant, on a une fréquentation qui est à peu près en avance de 20 à 25% de ce qu'on avait prévu, mais qui n'est pas du tout en rapport avec ce qu'on avait prévu au début de l'année, avant de savoir qu'il y aurait le Covid. Parce que, je vous donne un exemple précis, on pensait faire à peu près 27 000 visiteurs
sur le mois de juin. On s'est dit, comme on ouvre le 12, avec le nombre de jours qu'on a réduit, on va en faire que 17 000, et finalement, on en a fait 22 000. Donc on a fait 5 000 visiteurs de plus que ce qui était prévu. Mais ces 22 000 sont très en dessous des 27 000 qu'on devrait faire normalement pour amortir le parc. Donc en fait, c'est très positif, la fréquentation, mais en même temps, il faut être conscient que on part de rien. Le deuxième point qui est plus remarquable, c'est que on a eu une augmentation de fréquentation. Ah, très bien. Mais alors, ça veut dire, est-ce que vous avez fait des promos? Est-ce que vous avez baissé les prix? Non. On a revu toute notre page de budget, on a revu nos promos, on a revu notre pricing, on a conservé le maximum les prix qu'on pouvait conserver, on a simplifié certaines offres, on en a créé d'autres. Mais au final, les gens dépensent plus d'argent. Ah, et pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, d'abord, il y avait un vrai besoin de plaisir, de sortir, de se reconnecter en famille à des émotions de plaisir, de joie et tout ça. Et puis parce qu'il y a eu un moment où on ne pouvait pas dépenser son argent. Et donc il y a eu un peu de bas de laine. Et donc cette année 2021, elle va être très atypique, puisqu'en fait on va avoir une fréquentation bien en dessous de ce qu'on voulait, mais au-dessus de ce qu'on pensait, et avec une dépense supérieure à ce qu'on imaginait. Donc il faut faire très attention quand on va projeter 2022, de ne pas se référer à ce qui s'est passé en 2021, parce que c'est une année hors norme. Et je pense que ça va être un peu pareil pour tout le monde, que ce soit pour le loisir, ce que nous représentons, pour le voyage, pour l'achat de vêtements. J'ai cru comprendre que les boutiques étaient relativement contentes depuis la réouverture, les restaurateurs aussi. Et donc c'est une année, il faut faire attention, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est le cas de le dire, parce que je vous vois avec une forêt derrière. C'est quoi comme arbre derrière vous? Alors c'est amusant parce que donc je suis chez moi et je suis chez moi. En fait, aujourd'hui, le parc est ouvert que 4 jours par semaine et c'est le dernier vendredi où je vais pouvoir faire un télétravail, parce que sinon vendredi prochain on sera ouvert, comme je vous l'ai dit, on sera ouvert non-stop à partir de mercredi.